Et j'ai ce matin l'immense plaisir d'accueillir en studio Ariane Bois pour son dernier livre, Ce pays qu'on appelle vivre, pour la rentrée littéraire de chez Plon. Ariane Bois, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lise. Alors, vous êtes romancière, vous êtes grand reporter, vous êtes critique littéraire et vous êtes notamment l'auteur récompensé par de nombreux prix du Gardien de nos frères chez Belfond en 2015, Dakota Song, L'île aux enfants, finaliste du prix Maison de la Presse et L'amour au temps des éléphants. Et votre dernier récit, Éteindre le soleil, est paru chez Plon en 2022. Là, avec votre livre, Ce pays qu'on appelle vivre, nous sommes en pleine Shoah, on peut le dire, en pleine occupation. Nous sommes en France pendant au début de la Seconde Guerre mondiale et ensuite pendant toute la guerre, dans ce camp qu'on appelle le camp des Milles. Un camp dont on a, en fait, on en parlait hors antenne, très peu parlé et très peu évoqué, ou alors de loin, dans de nombreux ouvrages pourtant consacrés à la Shoah. Je crois que la rénovation, entre guillemets, j'aime pas le mot, du camp des Milles est récente. Vous y étiez ce week-end et pendant très longtemps, il y a eu une chape de plomb. Vous avez choisi le roman pour évoquer ce qui s'est passé dans ce camp où la vie était insupportable, ignoble, atroce. Et je n'ai pas de mots suffisants pour qualifier ce qui s'y est passé. Et vous non plus d'ailleurs. Parce qu'à travers vos personnages, vous racontez un quotidien qui est juste inadmissible et dont on ne pensait pas à ce point qu'il aurait pu être possible en France. Je suis un peu longue dans ma présentation, mais c'est à la hauteur de ce que j'ai ressenti, de ce qu'on ressent en lisant votre livre. Alors, pourquoi ce livre et pourquoi ce choix du camp des Milles et depuis quand ? Alors, j'ai écrit ce livre parce que je m'intéresse à la Seconde Guerre mondiale pour des raisons familiales, oui. Voilà, et j'ai écrit Le Gardien de nos frères qui a eu le prix Viso, mais aussi parce que j'ai eu la chance de visiter l'usine des Milles en 2009, avant la construction du site mémorial. Oui. Donc, il faut essayer de recerner un petit peu les choses. C'est une usine de tuiles qui a été ouverte à la fin du 19e siècle et qui a fonctionné jusqu'en 1938. En 1939, l'usine est désaffectée, il n'y a plus de tuileries, et donc la Troisième République vieillissante va décider d'interner les sujets ennemis. Or, les Allemands, les Autrichiens qui se trouvent en France sont généralement des anti-nazis et sont très souvent juifs. Et moi, j'ai eu donc cette possibilité en 2009 de rentrer dans cette usine et j'ai eu un véritable choc parce que il fait complètement noir. Vous avez une espèce de lampe comme ça sur le front. Vous voyez ces couloirs absolument lugubres. L'usine est immense. Il y a la poussière rouge absolument partout. Les fenêtres sont obturées, sont fermées. Et il y a des rats qui passent absolument partout. Et ces murs semblent habités. 10 000 personnes sont passées dans ce camp, qui était d'abord un camp de transit et qui s'est transformé en camp d'internement et de concentration, de 38 langues différentes. Et j'ai eu l'impression que ces murs avaient quelque chose à raconter. C'est le premier roman qui a été écrit sur la question. Il n'y en a pas. Non. Et j'ai eu envie de faire parler ces oubliés des Milles. Alors, votre roman, c'est également, si j'ose dire, un livre d'histoire, parce qu'évidemment, tout ce que vous y évoquez a été bien sûr vérifié historiquement. On vous connaît, on connaît votre sérieux et la façon dont vous êtes attaché à cette vérité historique, c'est effroyable. Oui, c'est très méconnu parce que l'usine, après la guerre, a repris du service. Donc on a parqué des étrangers, en majorité juifs, mais aussi des brigadistes des brigades internationales, des artistes dissidents. On savait pas très bien quoi en faire à l'origine. C'était des ennemis. Alors l'ironie de l'histoire, c'est que ils étaient juifs en Allemagne et puis ils étaient allemands en France. Finalement, ils n'étaient bien
nulle part. Et au début, on essaye de les envoyer vers l'étranger, par Marseille, qui est le seul port libre. Et moi, j'ai voulu raconter une histoire d'amour, parce que c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour, heureusement. Voilà. C'est ce qui fait du bien en vous lisant. Mais en même temps, une histoire où ces étrangers ont cherché par tous les moyens, légaux et illégaux, à sortir de ce camp où au début les conditions étaient difficiles et puis les choses évidemment sont allées en s'aggravant. Oui, de pire en pire. Alors, c'est une histoire d'amour entre Léonard Stein, qui s'est réfugié sur la Côte d'Azur quand la guerre le rattrape à l'été 40. Il est envoyé au Mille, et une histoire d'amour également avec Margot Keller, qui est volontaire d'un réseau de sauvetage marseillais et dont ils tombent tous les deux éperdument amoureux l'un de l'autre. J'avoue que le personnage de Margot Keller, qui est très française, en fait, juive française, très intégrée. Marseillaise, très marseillaise, et se sentant très protégée au départ, m'a rappelé un peu le journal d'Hélène Baird. Oui, c'est un peu cet état d'esprit. Elle est juive, c'est entendu, mais elle est française. Ses parents sont des juifs hongrois qui sont arrivés à Marseille dans les années 30, et elle considère au début, avec ses parents, qu'elle va être un peu protégée. Ça ne l'empêche pas d'être anti-Pétain dès le départ, et alors que les hommes sont envoyés au Mille, les femmes et les enfants sont envoyés dans des hôtels borgnes de Marseille où ils sont assignés à résidence. Et donc, ils n'ont pas le droit de sortir de ces chambres, ils s'entassent à 10 par chambre. Avec les enfants. Et Margot va soutenir ces femmes, donner des cours aux enfants, essayer de leur apporter à manger, essayer de les réconforter dans cette attente qui n'en finit pas. Parce que finalement, ces étrangers, ils attendent tous un visa, une permission, un papier, quelque chose qui leur permette de sortir de France. Mais personne n'avait pu imaginer qu'au cours de l'été 42, le camp des Milles, camp d'internement, va se transformer en camp de déportation et en antichambre de la mort. Vraiment, dans une vraie antichambre de la mort. Alors, combien de temps avez-vous mis à écrire ce livre, en fait? Alors, comme vous le disiez gentiment, Lise, moi, je travaille beaucoup la documentation. Quand on écrit un roman historique, on ne peut pas se tromper. Aucun fait, aucune date, aucun chiffre. Tout doit être vérifié. Je suis allée au Mille 6 fois, mais comme vous le disiez, j'y suis retournée ce week-end, puisque la journée était dédiée à la mémoire des victimes de la Shoah, et j'ai eu cet honneur de pouvoir réciter les noms des 55 enfants qui ont été déportés du camp des Milles. Le plus jeune avait moins d'1 an, et j'ai vu le camp de nuit, ce qui était aussi une expérience absolument incroyable et effroyable. On est à 7 km d'Aix-en-Provence, on est face à un village, vous avez le paysage qui est le paysage de Cézanne, vous avez la montagne Sainte-Victoire, vous avez cette douceur provençale, et là, dans ce camp, sans Allemands, c'est une spécificité du camp des Milles, il n'y a pas eu d'Allemands, ce ne sont que des gendarmes français, eh bien, on a pu interner, priver des gens de liberté, voilà, la faim, la promiscuité. La faim, un manque d'hygiène épouvantable. Pas d'eau ou presque. Pas d'eau ou presque. Enfin, c'est inimaginable. Les maladies, enfin, ce qu'on peut imaginer. La spécificité des Milles aussi, c'est qu'il est encore intact, parce que c'est une usine. Gurs, Rieswald, Drancy, voilà, il reste plus beaucoup de traces du passé. Là, moi, je me suis attachée à ces traces du passé, j'ai pris beaucoup de photos, j'ai travaillé environ 2 ans. Ah oui, c'est énorme. Alors, justement, le camp des Milles, maintenant, on peut le visiter. Pourquoi est-ce qu'on a mis tant de temps à raconter cette histoire? Est-ce que vous le savez? Et pourquoi également, vous avez donné une date, c'est tout récent là. 2012, ça fait 10 ans. Le président Macron est venu au camp des Milles le 5 décembre pour fêter l'anniversaire du site mémorial. Il faut rappeler que 800 000 personnes, depuis 2012, sont venues visiter le site des Milles, des scolaires, des enseignants, des détenus, des magistrats, des fonctionnaires. C'est extrêmement important, et ça continue évidemment à l'être. Alors, je crois qu'on n'a pas beaucoup raconté cette histoire parce que
que on n'avait pas à être fier. Hein. 2000 non, il n'y a pas de quoi. Voilà, donc 2000 personnes, hommes, femmes et enfants juifs, ont été détenus dans ce qu'on a appelé le Veldiv du Sud, hein, et ont été envoyés directement à la mort en passant par Drancy. Donc après la guerre, une chape de silence s'est installée sur ce camp. L'usine a repris du service. Les gens de la région, eh bien, voilà, ils n'en parlaient pas. Et puis, c'est devenu un peu tabou. Il a fallu tout le courage de Alain Chouraki, le président du site mémorial, pour mener à bien des travaux soutenus par Simone Veil, soutenus par Sam Proun, soutenus par Serge Klarsfeld. Et maintenant, le camp est ouvert. Mais moi, ce qui m'interroge, c'est pourquoi aucun romancier avant moi n'a eu envie de raconter cette histoire. Il faut rappeler que c'est un camp d'artistes. Il y a des fresques, il y a des graffitis, il y a des dessins. Il y a eu plus de 400 œuvres picturales qui ont eu lieu au camp d'Émile. Et mon héros, Léo, est un dessinateur et il va survivre, résister par l'art et par l'amour avec Margot. Bien sûr. Vos héros, ils sont d'un réalisme assez fou, c'est-à-dire qu'on y croit. Je me suis demandé à un moment jusqu'à quel point ce n'était pas une histoire vraie. Alors j'ai regardé beaucoup de photos, j'ai lu beaucoup de témoignages en français et en allemand. Les juifs allemands et les allemands chrétiens ont beaucoup écrit sur les milles, sur leur passage au Mille. Et donc j'ai fait un espèce de composite. Mon héros, son père est libraire à Mannheim en Allemagne, comme voilà, des intellectuels, comme beaucoup d'intellectuels. Lui, il a choisi le dessin. Il est opposant à Vichy, il est surtout anti-nazi. Il a été pendant la guerre d'Espagne un combattant. Et quand il arrive au Mille, il sait que l'avenir va être très sombre et donc il va chercher par tous les moyens à s'échapper pour rentrer dans la résistance et pour mener le combat contre la collaboration. Et donc voilà, c'est une figure de courage. Moi, j'aime écrire des histoires où il y a quand même de l'espoir. Dans une histoire sombre, oui. Il y a de la lumière et la lumière, eh bien, elle vient par la résistance et par le courage de ce jeune couple qui, comme dans Le Gardien de nos frères, va tout tenter pour sauver les enfants juifs. Oui. Alors, il y a une citation au début de votre livre sur laquelle je souhaitais vous faire réagir. « Je voudrais être un autre, je voudrais refaire ma vie, je voudrais choisir mon destin, amour, bonheur à l'infini. » Ernst Mayr, déporté du camp d'Émile le 2 septembre 1942. Oui, c'est une citation qui m'a vraiment accompagnée pendant toute la rédaction du livre. Ces hommes avaient donc combattu Hitler, ils avaient confiance en la France, ils étaient arrivés par le droit d'asile, c'est la Troisième République qui leur a ouvert les bras, et puis finalement c'est l'État français qui non seulement les a internés, privés de liberté, mais qui les a livrés à l'Allemagne, y compris les enfants que les Allemands ne réclamaient pas. Et donc cette phrase, eh bien, c'est l'espoir de tous les détenus qui cherchent la liberté, qui cherchent la vie. Le titre est aussi parlant, ce pays qu'on appelle vivre. Le pays qu'on appelle vivre, c'est le pays de la liberté. C'est le pays où on pourra finalement être soi sans être persécuté. Oui. Alors, dans votre écriture, il y a une multitude de détails très précis sur leur quotidien épouvantable. Vous n'épargnez rien ni personne, ni par rapport à la crasse, aux odeurs, au manque de soins. Et on imagine, oui, on le vit avec vous. Et en même temps, j'ai senti à travers votre écriture, à travers cette multitude de détails, une vraie révolte. Oui, moi, l'injustice me révolte et on parle là d'étrangers dans les années 40, mais forcément, le livre a un accent contemporain parce que l'accueil des réfugiés politiques n'est pas bon dans notre pays, parce que l'accueil des migrants, parce que la xénophobie et l'exclusion, oui. Ce que montre très bien le camp d'Émile quand on le visite, le musée, c'est que c'est un engrenage, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à la déportation
interprétation tout de suite. Ça remonte à très loin, ça remonte à l'affaire Dreyfus, à l'antisémitisme, et donc ça peut s'ouvrir sur d'autres génocides. Le camp des Mille montre ça, montre le Rwanda, montre la Yougoslavie, montre l'Arménie, et donc voilà, le romancier, s'il a un rôle dans la cité, c'est peut-être aussi de prendre le lecteur par la main et puis de l'emmener dans des univers qu'il ne connaît pas et de lui montrer ce qui a pu avoir eu lieu. Mais je voudrais pas conclure sans dire que il y a des actions justes, il y a eu des justes au camp des Mille. Oui, bien sûr. Oui, mais vous les évoquez aussi. Voilà, exactement. Un pasteur formidable, le pasteur Manin, un gardien de prison qui lui a existé. Ah oui, tout à fait. Le pasteur Manin a existé. Auguste Boyer et sa femme, le gardien de prison, ont tout fait pour sauver des enfants et en ont sorti du camp. Donc c'est à la fois une histoire de ténèbres et de lumière et une foi dans l'humanité. L'injustice, effectivement, me révolte et je pense qu'on combat avec les armes que l'on a. Et pour moi, c'est l'écriture. Et vous êtes donc un écrivain engagé ou une écrivaine ou une autrice, je ne sais jamais comment dire pour une je femme. dis romancière, plus modestement. Oui, j'essaye de l'être. J'ai parlé des enfants de la Réunion qu'on est allé chercher dans les années 60. C'est mon 4e livre sur la Shoah. Je crois que oui, on peut faire passer des messages, on peut par l'émotion, par les sentiments, montrer une autre partie de l'histoire. Je pense que l'histoire et le roman peuvent être complémentaires. Le livre a été relu par des historiens, donc je sais que tout y est vrai. Moi, mon travail, c'est de faire naître une émotion, de faire comprendre de l'intérieur. Vous m'avez fait beaucoup plaisir quand vous m'avez dit qu'on sentait l'intérieur du camp. Oui. Voilà, moi je veux prendre le lecteur par la main et l'emmener à l'intérieur du camp des Mille et qu'il ressente les émotions de mes personnages. On les ressent très très fort et c'est ce que je disais en début d'émission, on n'en sort pas indemne. C'est-à-dire que on découvre une histoire apocalyptique dont on ignorait une partie, on connaissait le nom, très peu de gens ont écrit sur ce sujet et vous, avec une acuité particulière, vous avez finalement rendu quelque part un peu de vie à tous ces malheureux. J'ai voulu rendre hommage aux oubliés des Mille. J'ai voulu montrer que en zone libre, c'est-à-dire sans Allemands, on avait déporté des hommes, des femmes et des enfants uniquement parce qu'ils étaient juifs. J'ai voulu rendre hommage aux justes de la région qui étaient là et qui étaient nombreux. Oui, je crois que c'est une histoire longtemps tue, longtemps méconnue, mais j'encourage tous les auditeurs, s'ils sont dans la région, à venir découvrir le site mémorial qui est merveilleusement fait. Et alors, vous évoquez également les autres camps autour, Gours et les autres, ou Gurs. Oui, Gurs, oui, tout à fait. Et les autres camps alentours dont on parle finalement assez peu. Oui, on a pu dire que les Mille formaient une galaxie. Vous savez, il y a eu 100 camps en zone libre. Donc maintenant, on en a presque perdu la trace. Il y en a eu en Ardèche, il y en a eu dans les Cévennes. Et ces camps n'ont pas résisté à l'usure du temps, puisque à Gurs, il n'y avait rien. Les gens étaient sur les plages. Il n'y avait pas de bâtiment, donc tout a été perdu. Bien sûr, une plaque a été mise. L'originalité des Mille, c'est que tout y est. Sur les murs, on voit les graffitis, ce qu'ont pu créer des artistes pour résister, pour lutter contre l'ennui, le désœuvrement et la promiscuité. Et donc, c'est un lieu qui a été préservé et c'est absolument essentiel pour notre mémoire. Bien sûr. Et ce sont ces graffitis qui vous ont donné l'idée de créer votre héros du livre, Léo Stein, autour d'une profession caricaturiste qui a à voir avec cela. Oui, tout à fait. Il faut dire qu'il y avait Max Ernst, le père du surréalisme, Hans Bellmer, des écrivains. Il y a eu des conférences, il y a eu des opéras. Enfin, il y a toute une vie culturelle très importante au camp. Du théâtre aussi. Du théâtre, de la chanson, des opérettes, du cabaret. Voilà. Ce qu'il faut voir, c'est que c'était ce que l'intelligentsia allemande avait de meilleur. C'est vraiment la civilisation allemande à son meilleur. Donc des écrivains
vous savez, Léon Feuchtwanger, celui qui a écrit Le Juif sus, donc il donnait des conférences. Et c'est ça ce qui m'a interpellée, c'est-à-dire que dans un camp où on attend, où il ne se passe rien, où on a peur d'être livré aux Allemands, eh bien l'art peut essayer de sauver les gens, en tout cas de les maintenir en vie. Et c'est vraiment la spécificité d'Émile. Eh bien, Ariane Bois, merci beaucoup et bravo pour ce livre à découvrir absolument. Je vous souhaite tout le succès que vous méritez, d'autres prix peut-être pour ce livre qu'il faut découvrir. Il faut connaître cette histoire, ce pays qu'on appelle vivre, paru chez Plon. Merci d'avoir été avec nous et on se quitte avec Rita Mitsuko, Le Petit Train. Merci Lise. Au revoir.